Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine et alors que nous célébrons ce lundi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Nous consacrerons un large chapitre de ce journal à cette thématique. Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes, sera notre invitée. Nous ferons le point avec elle sur les avancées et les initiatives des derniers mois ainsi que sur le programme d'action du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes pour 2021. Nous découvrons également les coulisses de la campagne destinée à mettre en lumière les femmes qui ont été en première ligne en 2020 à Monaco dans la lutte contre la Covid. Quelle place occupent les femmes dans le monde du travail? À l'heure où l'on parle beaucoup d'égalité, sont-elles justement représentées? Est-ce parfois plus difficile d'être une femme dans certains secteurs? Nous poserons la question à la toute nouvelle présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, Johanna Houdrouge. Elle a été officiellement baptisée aujourd'hui dans le port de Monaco. La navette qui assurera la liaison entre le port de Vintimille et la Principauté entrera en service dans quelques semaines. La Roca Team est à Malaga. Les basketteurs monégasques jouent demain soir leur dernier match de top 16 de l'Eurocup. Une formalité puisqu'ils sont en tête de leur groupe et assurés d'être qualifiés. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place. Mais pour débuter ce journal, l'hommage qu'a tenu à rendre le prince Albert II à Olivier Dassault, l'homme politique et homme d'affaires français, décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère, Alexandra Pani. Bonsoir Patricia. Le député était bien connu en principauté. Il était président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale. Le prince souverain lui a adressé un hommage ce matin. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Olivier Dassault était un ami de longue date et bien sûr qui par ses fonctions et son parcours professionnel était un ami de la principauté. Et donc, la preuve en est qu'il avait souhaité présider le groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale pour essayer de mieux faire connaître la principauté par ses institutions et par son activité économique, son activité culturelle, sportive, dans bien d'autres domaines encore. Et donc voilà, je voulais bien sûr lui rendre hommage. C'est un ami de la principauté que nous avons perdu hier dans cet accident. Âgé de 69 ans, Olivier Dassault était le petit-fils et fils des industriels Marcel et Serge Dassault. Un retour en chiffres sur les contrôles automobiles opérés ce week-end. Oui, voici les chiffres communiqués pour ce week-end de fin de vacances scolaires. Près de 4000 contrôles ont été effectués, 2942 véhicules ont été contrôlés et 276 refoulés. Les contrôles se sont déroulés également à la gare, 442 contrôles pour 40 refoulés. 510 clients de restaurants ont été contrôlés également, une seule infraction constatée et qui a donné lieu à une verbalisation. La date n'a certainement pas été choisie au hasard pour cette remise de trophée qui a eu lieu aujourd'hui à la roseraie Princesse Grace. Effectivement, un prix remis à Marie-Pierre Gramalia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Il s'agit du trophée de l'année des femmes leaders mondiales Monaco, qui récompense une femme dont l'action a été jugée remarquable par le conseil d'administration de l'association. Et en cette journée internationale des droits des femmes, l'occasion de mettre à l'honneur une autre femme qui joue un rôle majeur au cœur du dispositif de lutte contre la Covid à Monaco. Oui, c'est une habituée de notre antenne. Ludmila Racona-Le Goff vient d'être nommée directeur général du département des affaires sociales et de la santé à compter d'aujourd'hui. Diplômée de l'École supérieure de commerce de Bordeaux, elle intègre l'administration monégasque en 1999. Les femmes à l'honneur en ce 8 mars, la déléguée interministérielle pour les droits des femmes est notre invitée. Céline Cotalorda, bonsoir. Bonsoir Patricia. Lorsque l'on parle de droits des femmes, on a souvent en tête des injustices, des inégalités à combattre, des violences. Il y a eu de grandes avancées au fil des siècles, mais aujourd'hui encore, la condition des femmes justifie qu'une journée internationale leur soit consacrée. C'est important de continuer à parler d'égalité hommes-femmes et cette journée du 8 mars, c'est l'occasion de célébrer les avancées et les réalisations des femmes en matière de droits et puis de continuer à se mobiliser pour tout ce qu'il reste à faire, notamment pour combattre les discriminations et les violences dont les femmes continuent malheureusement à être encore victimes.
Depuis la création du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes à Monaco, on a avancé à grands pas, mais est-ce que la situation des femmes en principauté n'est tout de même pas moins préoccupante qu'ailleurs? Alors c'est vrai qu'en matière de droit, la situation des femmes est à l'égalité, hein. On a une égalité des droits, notamment par la Constitution et puis par un certain nombre de droits, notamment en matière salariale. On a des grands principes. Pour autant, lorsqu'on parle de violence, eh bien, on se rend compte que malheureusement, la violence n'a ni frontières ni milieu social et des femmes sont victimes de violences en principauté. Les derniers chiffres qui ont été publiés dans le cadre de l'étude IMSEE l'ont notamment montré avec une augmentation des cas signalés auprès de la sûreté publique. C'est pour ça qu'il faut continuer à combattre ce fléau, continuer à mobiliser et à mener des actions, que ce soit de la sensibilisation ou de la formation. Alors, vous venez de publier le 2e rapport d'activité annuel du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Quel bilan dressez-vous de l'année écoulée, une année marquée par la crise Covid, mais cela n'a pas freiné les initiatives? La crise sanitaire aurait pu limiter nos actions, mais je crois que grâce aux efforts de tous les acteurs du comité et puis grâce à la mobilisation générale, on a continué à mettre en place des actions au sein du comité, que ce soit des actions de prévention au moment du confinement de mars 2020 pour rappeler les dispositifs d'aide et d'urgence pour prévenir les violences à l'égard des femmes, que ce soit des actions de formation. On a formé plus de 160 personnes qui sont des professionnels ayant à traiter des violences faites aux femmes. On a également avancé sur toute la partie législative en déposant un projet de loi au Conseil national relatif aux incriminations d'agression sexuelle et puis plus récemment un second sur les textes obsolètes. Et puis ça a été également l'année dernière et qui se poursuit cette année, des actions lors des journées internationales du 8 mars et du 25 novembre. Donc une année très riche malgré le contexte de crise sanitaire. C'est d'ailleurs aux femmes qui ont été en première ligne que vous avez souhaité rendre hommage en ce 8 mars 2021. Je vous propose de regarder ce reportage de Vanessa Dessy sur les coulisses de cette campagne et nous nous retrouvons ensuite. Hello, amore, coucou. Mettre à l'honneur des femmes de l'ombre, un nouveau défi relevé pour la promotion et la protection des droits des femmes. En cette période de crise sanitaire, le comité a souhaité remercier toutes ces femmes qui ont œuvré en première ligne pendant le confinement de mars 2020. Cette année, donc que des anonymes, on avait fait un petit clin d'œil à ce qui avait été fait en 2016 sur la façade d'Unibox, où l'idée c'était de mettre en lumière les gens de l'ombre. Et cette année, donc, les femmes de l'ombre qui ont œuvré pendant toute la première partie du premier confinement. Et on a décidé d'immortaliser leur sourire et de les montrer non plus masqués, mais de montrer les sourires derrière ces masques. Suite à une nouvelle collaboration avec le comité, Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, réalise les différents portraits. L'opération consistait à prendre en photo ces héroïnes de l'ombre dans leur tenue de travail. La technique de l'artiste est simple, donner le sourire à ses modèles. J'essaye toujours de mettre les gens à l'aise et de tirer le sourire le plus naturel. Je raconte toujours plein de bêtises et des choses rigolotes et c'est à ce moment-là que je capte l'instant. D'habitude, il y a le petit chien, il sera pour faire rire les gens qui ont plus l'habitude des animaux que des humains. En fait, on va dire que j'ai tellement l'habitude d'être rigolo avec les gens que je devais être clown dans une autre vie, je pense. Hop, c'est pas grave. Voilà. La visite guidée des différents portraits dans les rues de la Principauté est à découvrir également en vidéo. L'opération est relayée sur les réseaux du gouvernement princier et du comité avec #8marsmonaco. Céline Cotalorda, cette opération rappelle combien le rôle des femmes est tout aussi important que celui des hommes en période de crise notamment. À Monaco, il me semblait évident de remercier et de valoriser ces femmes qui sont parfois dans l'ombre, mais dont l'action a été essentielle pendant la crise pour nous aider, pour nous soigner, nous nourrir et nous protéger. Et c'est vraiment l'ambition de cette opération #8marsmonaco qu'on peut découvrir aujourd'hui dans la ville et on peut découvrir des sourires et donner un petit peu de joie, j'espère, en cette période un petit peu difficile.
Alors, qui sont-elles, ces femmes? Comment les avez-vous sélectionnées? Eh bien, nous avons 64 femmes qui ont participé à l'opération dans le secteur de la santé, de l'aide à la personne. On a des bénévoles de la Croix-Rouge, on a des caissières de supermarchés, des maraîchères. Donc toute une série de métiers et surtout de visages, hein, parce que c'est vraiment ces visages-là qu'on voulait mettre en avant, qui ont été choisis. Et quelles ont été leurs réactions à l'idée de cette juste mise en lumière? Je crois qu'on a eu un retour très positif, alors en direct par les femmes elles-mêmes qui ont été très touchées par cette opération. On a eu des témoignages, elles sont très sensibles au fait qu'on les mette en avant parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'être dans la lumière. Et voilà, j'espère que ça apportera un petit peu de joie et de bonheur à tout le monde, à l'ensemble de la principauté. Nous avons parlé de 2020. Quelles sont les perspectives qui se dessinent pour le comité en 2021? Vous l'avez dit, il y a eu tout récemment le dépôt d'un projet de loi très important au Conseil national. Alors nous avons 3 actions prioritaires pour 2021 en matière d'égalité en particulier. Ça va être d'abord une campagne pour l'égalité, c'est-à-dire une campagne qui va mettre en avant tout ce qu'il reste à faire pour faire évoluer les mentalités. On va se baser sur le fait qu'il existe encore des clichés et des stéréotypes. Et le message derrière, c'est de dire que tout le monde a sa place pour faire évoluer les mentalités. Second axe, ça sera l'éducation à l'égalité. Donc nous allons pour cela travailler avec les jeunes et en collaboration avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports pour mettre en place des programmes à l'égalité dans les écoles, mais pas que. Et puis bien entendu, d'autres actions qui ont été initiées en 2020 et qui vont se poursuivre, comme la formation à la lutte contre les violences ou encore la partie législative, puisque nous venons de déposer un projet de loi qui vise à modifier et à supprimer les dispositions obsolètes dans le droit monégasque. C'est un texte important parce qu'il va permettre de moderniser notre droit et puis ça a été un travail de longue haleine mené par la direction des affaires juridiques, que je remercie d'ailleurs, et qui a recensé près de 12 000 textes. Donc on va faire évoluer le droit, on va modifier notamment certaines dispositions sémantiques comme les références aux bons pères de famille ou aux jeunes filles au père, qui vont évoluer vers des dénominations plus neutres comme la gestion raisonnable ou les jeunes au pair. Et puis des métiers qui jusque-là étaient réservés aux hommes comme les métiers d'huissier ou de notaire. Donc tout ça, ça va évoluer grâce à ce texte. Voilà une thématique plus que jamais d'actualité. Céline Cottalorda, merci d'avoir répondu à notre invitation ce 8 mars. Merci à vous. Et les femmes sont-elles justement représentées dans le monde de l'entreprise? Est-il plus difficile d'être une femme au travail? C'est la question que l'on vous a posée en ce 8 mars. Ah, pas du tout, pas du tout. Surtout, j'étais DRH longtemps et il y a vraiment toujours un écart de salaire. Ça, je l'ai remarqué moi-même dans mes recrutements. Quand je travaillais, j'avais un cabinet comptable, j'ai toujours respecté je les payais autant que les hommes. Toutes les femmes ont un travail, pas comme à l'ancienne. Je pense que la femme a sa place aussi, comme l'homme, pouvoir s'épanouir. Je trouve que oui, mais pas encore assez, et qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais qu'on est sur la bonne voie. Globalement oui, même si elles n'ont pas forcément toujours les mêmes niveaux de poste que les hommes. Mais je pense qu'on tend vers le bon chemin. Il y a encore des choses à faire. Point de vue salaire, tout ça, il y a quand même des choses à faire. On va dire que les femmes sont représentées. Bien, on mettrait encore un bémol. Mais elles sont représentées. Il faudrait peut-être faire un peu plus, c'est vrai. Et il faudrait les mettre un peu plus en lumière parce qu'elles font du très bon travail. Peut mieux faire donc. Et puisqu'il est question de la place des femmes dans le monde de l'entreprise, nous avons souhaité recueillir le témoignage de Johanna Oudrouge. Elle dirige aux côtés de son père et de son frère l'entreprise d'import-export Mercure International. Elle est diplômée en droit de la faculté d'Assas et a exercé comme avocate avant de rejoindre le groupe familial basé en Principauté. Elle est également, depuis quelques mois, la nouvelle présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Bonsoir Johanna Oudrouge. Bonsoir.
Est-ce qu'il est plus difficile d'être une femme dans ce milieu de l'entrepreneuriat? Plus difficile, je dirais non, différent. C'est la chose que je souhaite expliquer ce soir, c'est que, comme le disait Simone Veil, j'aimerais en tant que femme qu'on m'accepte dans ma différence et pas qu'on me demande d'être un modèle masculin. En effet, la femme et l'homme sont biologiquement différents et il ne sert à rien de dire que nous sommes identiques. Nous sommes différents, mais je pense que ces différences, justement, sont bénéfiques et riches pour le monde entrepreneurial. Le management au féminin a d'ailleurs fait ses preuves durant la crise sanitaire. Et il est vrai que dans des situations de conflit, nous pouvons apprécier les qualités féminines qui peuvent s'avérer bénéfiques pour l'entreprise. Et pour vous, quel est le pire ennemi des femmes? Ce sont les idées reçues, les préjugés? Alors, sans parler d'ennemis, je dirais qu'effectivement, les femmes dans le monde du travail doivent avancer malgré les préjugés et malgré les idées reçues et essayer de faire fi justement de ces choses-là pour se concentrer sur ce qu'elles savent faire, sur leur volonté d'avoir une carrière, leur volonté d'avoir quand même une vie personnelle et d'avancer comme ça dans leur carrière. Comment vous êtes-vous imposée dans ce secteur de l'import-export? J'ai la chance de travailler aux côtés de mon père qui a une longue expérience dans ce domaine et de mon frère. Il est vrai que je suis native du Sénégal et du continent africain, donc j'ai l'expérience de l'Afrique. En général, lorsque je me rends sur ce continent, parfois compliqué, on le voit avec les événements malheureux qui se déroulent actuellement au Sénégal, nous sommes confrontés à des situations qui sont par nature des situations plus masculines. Néanmoins, grâce à cette fibre africaine que m'a transmis mon père, je me sens complètement à l'aise dans ce continent et j'ai pris l'habitude de travailler avec les hommes avec assez d'aisance. Mais vous avez l'impression tout de même que les mentalités ont évolué favorablement au cours des dernières années? Depuis 1946, date à laquelle l'égalité entre l'homme et la femme a été inscrite dans notre Constitution, il est bien sûr évident, et ce serait mentir de dire que nous n'avons pas fait un très très long chemin et on ne peut que le saluer. Néanmoins, je pense que les mentalités doivent encore évoluer, notamment au niveau de l'égalité de salaire, puisqu'on n'arrête pas de vanter justement, et je suis la première à le faire, les qualités féminines dans le monde de l'entreprise. Il serait peut-être temps que les salaires soient également au rendez-vous. Johanna Audrouche, vous présidez l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. De quels horizons viennent ses membres? L'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco représente une soixantaine de membres et d'entreprises très actives en principauté, avec une forte embauche salariale. Nous sommes dans des domaines d'activité très variés. Nous avons des femmes chefs d'entreprise qui sont dans le transport, dans la logistique, dans les assurances, dans le voyage, dans la construction de matériaux écologiques, dans la fabrication de café biologique. Et je crois même que vous avez aussi une navigatrice parmi vos membres. Tout à fait, nous sommes très fiers de compter parmi nos membres Alexia Barrier, qui a effectué son premier Vendée Globe en solitaire il y a quelques semaines et qui est arrivée après 111 jours de navigation. C'est un bel exemple de persévérance, de dynamisme, à l'image de tous nos membres. Alors justement, ces membres, que vous disent-elles? Est-ce qu'elles ont rencontré des difficultés dans leur parcours ou aujourd'hui encore parce qu'elles sont des femmes? Même si l'homme et la femme ont des objectifs de carrière identiques, le chemin pour y arriver est différent. L'homme est souvent reconnu directement pour ses compétences, pour son dynamisme, pour son management. La femme va devoir se battre, le prouver et attendre que le respect lui soit accordé. Une fois que celui-ci sera fait, elle pourra avancer plus vite avec une équipe soudée autour d'elle. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que le chemin est différent, mais le but à atteindre est le même, donc ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. Quels sont les objectifs et types d'actions portés par l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco? Nous organisons de nombreuses conférences destinées à nos membres avec des instances gouvernementales ou des instances économiques de Monaco. Nous avons aussi pour but d'informer nos membres sur les législations qui sont très changeantes durant cette période de crise sanitaire et de discuter avec les instances monégasques sur les améliorations qu'il convient d'apporter au monde de l'entreprise et à la femme chef d'entreprise en général. Nous représentons aussi l'entrepreneuriat féminin en dehors de Monaco à l'étranger, puisque nous représentons Monaco lors des comités mondiaux, à l'époque où nous avions la chance de pouvoir nous déplacer à l'étranger. Et nous avons été reçus en Russie, au Pérou, en Arménie, à New York, pour représenter Monaco et porter haut et fort le drapeau monégasque de l'entrepreneuriat féminin. Et je crois que vous souhaitez également mettre l'accent sur l'éducation et les générations futures.
Je pense que nous pouvons arriver à un rééquilibrage naturel en s'intéressant aux générations futures, donc c'est-à-dire transmettre ce goût de l'entrepreneuriat aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes hommes, pour leur apprendre à travailler ensemble dans la complémentarité. Il faudrait vraiment s'intéresser à ces générations futures et leur expliquer dès le plus jeune âge qu'un travail en binôme serait nécessaire pour l'entreprise. Il faut donc s'intéresser à ces jeunes qui sont l'avenir de demain et les entrepreneurs de demain. Merci Johanna Houdrouge, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, pour avoir partagé avec nous votre expérience. Merci à vous. Elle est arrivée au début du mois de février à Monaco. La nouvelle navette qui assurera une liaison maritime entre Monaco et Vintimille a été officiellement baptisée aujourd'hui en présence de la famille princière, Vanessa Dessy. Et oui, c'est une navette futuriste pouvant rejoindre le nouveau port monégasque de Vintimille. Monaco One se présente comme un catamaran moteur de 12 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers à une vitesse de croisière de près de 50 nœuds. Il s'agit du moyen le plus efficace pour relier les deux ports en moins d'un quart d'heure. C'est ce qui a poussé la société d'exploitation des ports de Monaco de privilégier l'accès par la mer en se dotant d'une navette maritime à grande vitesse. De plus, sa forme aérodynamique unique lui permet de réduire de moitié sa consommation par rapport à un bateau traditionnel. La technologie veut que la navette, plus elle va vite, plus elle se soulève, puisque l'air passe en dessous de la coque et la soulève. Donc il reste très peu, il reste à peu près 30 cm des deux ailes qui sont sur l'eau, comme des foils, et donc elle coupe l'eau d'une façon beaucoup plus efficace que s'il y avait une coque entière qui était sous la mer. Monaco One a été baptisé par sa marraine Camille Gottlieb. Son association BeSafe pourrait rendre disponible cette navette pour les jeunes en dehors de ses horaires habituels. Passionnée depuis toujours par la mer, la fille de la princesse Stéphanie se sent extrêmement touchée par cet engagement. J'ai un rapport assez particulier avec la mer parce que j'adore le bateau. Mon papa a un bateau depuis que je suis toute petite et je suis justement en train de passer mon permis de bateau, donc ça tombe vraiment bien. Et d'être marraine de ce bateau, pour moi, ça prouve qu'en fait, on me fait vraiment confiance et je commence à avoir des responsabilités au sein de Monaco. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir et d'autant plus par rapport au partenariat avec BeSafe. Et cette navette devrait entrer en service au mois de mai à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 et sera pleinement mise en fonction cet été. Voilà pour ce trait d'union maritime entre Monaco et Vintimille. Alexandra Pani nous a rejoint avec une information qui pourrait intéresser les amateurs de bonnes affaires. Vous êtes à la recherche d'une voiture ou deux roues à très bas prix. On vous invite donc à jeter un coup d'œil à la nouvelle vente aux enchères administratives de l'État. Elle regroupe les véhicules saisis sur la voie publique ou les réformés des services administratifs. Lors de cette vente, 10 voitures sont proposées et 27 deux roues. Si vous êtes intéressé, la liste des véhicules est à retrouver sur le site internet du gouvernement, services publics particuliers, dans la rubrique communiqué, ou dans les locaux du 24 rue du Gabian de 9h30 à 17h. Les véhicules sont visibles jusqu'au 12 mars et la date limite de remise des offres est fixée au vendredi 19 mars midi. Une collecte d'aide humanitaire à destination du Liban a lieu actuellement. Oui Patricia, l'association Les Amis du Liban recherche des dons de première nécessité et d'hygiène, plus particulièrement savon, dentifrice, brosse à dents, masques. Un conteneur sera envoyé le 13 mars par l'association. Tous les dons sont à déposer dans leurs locaux situés au 29 avenue de Grande-Bretagne. Ouvrons une page sportive, Alexandra. Patricia en prend le large avec ce record de vitesse réalisé ce week-end par l'équipage du Multi 70 Maserati, barré par Giovanni Soldini. L'embarcation monégasque, qui comptait également Pierre Casiraghi à son bord, a réussi à rallier Monaco à Saint-Tropez en 2 h 25 minutes et 44 secondes dans le cadre du Wally Record Monaco. Et l'on reste en mer avec les résultats de la Primo Cup. Oui, on vous avait parlé du départ vendredi. Durant 3 jours, les J70 et Smeralda 888 ont profité d'une météo très variée qui a pimenté le jeu. En J70, ce sera finalement G-Spot qui s'imposera avec 2 points d'avance. En Smeralda 888, la flotte était composée de 9 bateaux et ce sera le président de la classe qui l'emportera, Charles de Bourbon des Deux Siciles, à la barre de Vamos Miamor. Et du basket pour poursuivre, la Roca Team, déjà assurée de finir première de son groupe et déjà qualifiée pour les quarts de finale d'Eurocup, joue son dernier match de top 16 mardi soir à Malaga,
où l'on rejoint Frédéric Elion. Oui, effectivement, la Roca Team est bien arrivée en Andalousie après un départ plutôt matinal. Le rendez-vous était donné à 5 h ce matin au Stade Louis II pour allier Malaga via une escale à Paris. Le programme de ce lundi, un entraînement à 19 h 30 pour préparer la rencontre de demain soir. Un match auquel ne prendront pas part Brandon Frazier et Ibrahima Fall Faye, les deux dernières recrues monégasques. Le pivot sénégalais a lui participé à sa première avec le maillot monégasque sur les épaules. C'était samedi dernier face à Paula Cortez pour une victoire au forceps 102 à 95 après prolongation. La belle série continue pour la Roca Team. En Jeep Elite, 9e victoire consécutive en championnat face à une équipe de l'élan béarnais, 17e au classement, mais qui devrait vite grappiller des places si elle enchaîne les copies similaires à celles présentées samedi soir à Gaston Médecin. Lancé dans le 5 de départ par Miko Okokolic, qui supplée Zvezdan Mitrovic malade, le jeune espoir Boukari Sissoko inscrit les 5 premiers points de la Roca Team. De Jong permet aux Palois de prendre les commandes avant que Monaco ne termine le premier quart-temps sur un 13-0 en 3 minutes, porté par l'agressivité défensive d'Abdoulaye Ndoye, 7 points dans les 10 premières minutes, 15 au total, plus 8 Monaco, 22-14. Le début de deuxième quart-temps est plus brouillon côté rouge et blanc, Pau passe un 14-5 et repasse en tête. Dibost prend alors les choses en main, un gros shoot à 3 points en transition. Ibrahima Fall Faye régale avec un énorme contre sur Sandford, puis un panier avec la faute. La Roca Team est devant à la pause, 50-39. L'élan béarnais reste dans le match grâce à Sandford, 11 points pour lui dans le troisième quart-temps, 21 au total. De son côté, la Roca Team est en fusion à 3 points, Dibost 23 points, 6 rebonds, 4 passes, enchaîne les gros shoots. Rob Gray, Marcos Knight, tout le monde met dedans derrière l'arc. Et Monaco entame le dernier quart-temps avec 10 points d'avance, 72-62. Moment choisi par Paula Cortez pour effectuer un gros rapproché. Petre Corneli, 20 points, est inarrêtable dans le quatrième quart-temps. L'ex-joueur NBA, CJ Williams, rentre lui de très gros tirs longue distance. Les quarts font totalement, plus 2 Monaco à 24 secondes du buzzer. Sur ce 3 points improbable, De Jong envoie les deux équipes en prolongation, 88 partout. 5 minutes supplémentaires où la Roca Team va faire la différence en défense, à l'image de ce contre de Marcos Knight, 18 points, 5 passes, 4 interceptions. Mathias Le Sort inscrit 7 points en overtime, Monaco s'est fait peur, mais s'impose finalement 102 à 95 après prolongation. Déjà, je suis content de gagner mon premier match ici. Et le match, c'était un match tough. Parce que ici, toutes les équipes, quand ils viennent ici, c'est pour nous battre. Parce que quand tu es premier du championnat, tous tes matchs vont être difficiles. Et du coup, on a gagné, je suis vraiment content. Comment tu t'es senti? Parce que tu avais que 2 entraînements collectifs dans les pattes. Est-ce que physiquement, tu es déjà à 100% ou pas encore? Non, pas encore, mais avec l'équipe et les coachs et staff, tout le monde, ils m'ont bien mis en position. Du coup, tout ce que j'avais fait, c'est de jouer dur. Ouais, parce que mon premier match, je ne peux pas venir. Et ouais, il faut que je monte en défense déjà. Bien défendre, après l'attaque, ça va venir. Et comme face à Paula Cortez, Zvezdan Mitrovic, le coach monténégrin de la Roca Team, est absent et sera supplé par son adjoint Mirko Kokolic pour cette rencontre face à Malaga qui n'a pas vraiment d'intérêt sportif puisque, je vous le rappelle, la Roca Team est déjà qualifiée et assurée de finir première de son groupe. Mais nul doute que les Monégasques voudront terminer sur une bonne note. Rendez-vous est pris donc mardi soir à Malaga à 19 h pour l'ultime rencontre de top 16 de l'Eurocup de basket. Nous y reviendrons bien sûr dans nos journaux. Passons aux prévisions météo pour la journée de mardi, Alexandra. Et une météo en dents de scie ce mardi, Patricia. Des nuages sont attendus sur l'ensemble de la journée avec quelques apparitions du soleil. Une légère brise soufflera dans l'après-midi. Du côté des températures, il fera 9 degrés le matin et 13 degrés dans l'après-midi. En ce 9 mars, nous fêterons les Françoises. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous nous quittons sur ces photos coulisses avec la Roca Team. Le photographe Manuel Vitali accompagne l'équipe en déplacement en Espagne et a saisi ses instantanés aux côtés des basketteurs monégasques. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau journal. Passez une belle et douce soirée.